ça faisait partie, on va dire, des deux tâches qu'on s'était assignées quand on a repris l'UMP. Quand j'ai repris l'UMP au début de l'année avec une nouvelle équipe, premier objectif, donc essayer de gagner des élections quand elles se présentent. Ça a été le cas pour les élections européennes, nous sommes arrivés devant la première partie. Je suis libre de justesse par nos amis de l'UDI. Et au niveau des élections consulaires, on a adopté une approche extrêmement pragmatique. Je pense que c'est quelque chose à retenir de façon générale dans la politique, en faisant une liste d'union large de la droite, du centre, UMP, UDI, ainsi que le tissu associatif. On a fait un score de 40%, qui a permis d'avoir 9 élus sur 20. Voilà, donc c'était un objectif. Merci à tous ceux d'entre vous qui nous ont soutenus à cette occasion-là. Deuxième objectif. Qu'on s'assigne ici à l'UMP du Royaume-Uni, c'est clairement de vous aider, vous, à l'UMP, vous, nos élus, vous, nos représentants, vous soutenir, vous motiver, vous, comment dire, vous stimuler, vous corriger de temps en temps, quand il y a quelques occasions, en tout cas, vous faire exprimer clairement ce qu'on pense. Et en tout cas, on est extrêmement ravis que vous soyez là aujourd'hui. Clairement, ça montre que vous êtes à notre écoute. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez fait un certain nombre de rencontres et de meetings qui se poursuivront encore un peu plus tard ce soir. Donc, clairement, cette attitude ouverte est à votre honneur et c'est quelque chose qu'on attend et qu'on espère chez l'ensemble de nos élus. Voilà, donc, sans défier pour moi. François, merci, the floor is yours. Bien, mes chers amis, je suis venu à Londres à la fois pour célébrer le 18 juin, pour m'exprimer devant dans une conférence qui était consacrée à la vie et à l'œuvre de Margaret Thatcher, et pour vous rencontrer. Notre pays est dans une situation de plus en plus grave, ça ne nous a pas échappé. La situation économique continue de se dégrader, en tout cas au moins elle stagne alors que toutes les économies européennes sont en train de repartir. On a un président de la République qui est désormais à 14 ou 13% dans les sondages et dont seuls 3% des Français souhaitent qu'il se représente. On a un nouveau Premier ministre dans lequel beaucoup ont mis des espoirs, au moins à gauche, et qui est en train de faire la démonstration que lorsque un gouvernement est mal parti, lorsqu'un président de la République a mal engagé son quinquennat, lorsque l'effort de réforme n'a pas été immédiat et, j'allais dire, assez brutal, il est impossible de remettre le train sur les rails, quelle que soit la bonne volonté qui puisse être celle des uns ou des autres. Dans ce contexte-là, les élections municipales ont été un fantastique succès pour l'UMP et pour la droite et pour le centre. Certains ont cru pouvoir dire que ce succès était le succès de nos idées, était le succès de notre famille politique, était une véritable adhésion à la force que nous représentons. J'ai fait partie de ceux qui étaient un peu plus prudents dans l'analyse, parce que ma conviction, c'est qu'à chaque grande élection, depuis maintenant 10 ou 15 ans, les Français sanctionnent le pouvoir. Pour moi, l'élection municipale, quel que soit le talent de nos élus, et ils étaient grands sur le terrain, c'est la même chose que le 21 avril 2002, lorsque les Français décident de mettre dehors le candidat de gauche à l'élection présidentielle au premier tour. C'est la même chose que lors de l'élection régionale de 2004, 2 ans après la victoire à 80 ou 70%, je ne sais plus, de Jacques Chirac. Nous perdons la totalité des régions françaises, sauf la totalité, ce qui ne s'est jamais produit dans l'histoire politique de notre pays. Et puis je peux continuer comme ça la liste des élections qui se traduisent par un grand cri de colère contre le pouvoir. L'élection municipale a été, d'une certaine façon, l'expression de ce cri de colère. Et la démonstration que l'élection municipale n'était pas seulement un succès de nos idées et une adhésion à notre force politique, c'est l'élection européenne qui suit, où pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, la liste, les candidats d'extrême droite sont devant la droite et devant la gauche.
sûr, il y a un effondrement de la gauche à l'élection européenne, mais nous, on fait une mauvaise performance et le Front National est devant nous. C'est la première fois, ça n'est jamais arrivé sous la Ve République. Donc, ce n'est pas un événement anodin, ce n'est pas quelque chose qu'on peut écarter d'un revers de la main en disant mais c'est une élection européenne, ça n'a pas beaucoup de signification, les gens se lâchent, il y a beaucoup d'abstention. Tout ça est vrai, mais en même temps, tout ça signifie qu'il y a une grande colère qui monte dans notre pays, qui est une colère qui est évidemment d'abord tournée vers le pouvoir, mais qui est aussi d'une certaine façon tournée vers nous-mêmes, c'est-à-dire vers les formations politiques qui ont gouverné et qui n'ont pas pu, qui n'ont pas réussi ou pas suffisamment à amener aux Français les résultats qu'ils attendaient, de la confiance qu'ils avaient placée dans ces organisations politiques, dans ces hommes, dans ces femmes, dans ces mouvements politiques. Pour couronner le tout, l'UMP est désormais la proie de scandales financiers qui sont aussi d'une importance quasiment sans précédent et qui peuvent poser la question de l'existence même de notre mouvement. Pas des idées qu'on représente, naturellement, pas de courant politique qu'on représente, mais de l'existence même du mouvement, de l'organisation qui nous permet de défendre ces idées. Bon, vous savez ce qui s'est passé, c'est pas la peine de revenir dessus. On a choisi de proposer avec Alain Juppé et Jean-Pierre Raffarin une direction collégiale provisoire de notre mouvement avec 4 objectifs qui sont des objectifs, je dirais, stricts, des devoirs qui s'imposent à nous. Premier objectif, c'est de faire toute la lumière sur la réalité de la situation financière et juridique de l'UMP, parce qu'il n'y a aucune chance de retrouver la confiance de nos concitoyens si on n'est pas capable de leur expliquer ce qui s'est passé, et en particulier de dire à tous ceux qui ont généreusement soutenu l'UMP depuis des années où est passé l'argent qu'ils ont apporté. Deuxièmement, organiser un congrès à l'automne pour permettre l'élection d'une nouvelle direction de l'UMP et pour permettre la définition d'une ligne politique qui est nécessaire. Après un échec électoral, il est normal qu'il y ait un débat dans notre famille politique sur les orientations, la ligne politique autour de l'élection à la présidence. Cette élection à la présidence, elle est évidemment stratégique, elle est à haut risque, puisque la dernière a été catastrophique. Il faut donc qu'elle soit irréprochable et il faut qu'elle soit l'occasion d'un vrai débat, qui ne soit pas seulement un affrontement de personnes, mais qui soit aussi l'occasion de mettre sur la table les divergences qui peuvent exister ou les différences qui peuvent exister entre tous les courants de notre famille politique, parce que nous sommes un rassemblement et nous essayons d'en trouver la synthèse si on veut rester ensemble. Non seulement d'une alternance politique, mais surtout d'une alternance idéologique. Il y a un immense besoin de liberté qui est désormais réclamé par la société française, et c'est une immense nouveauté. Dans le passé, ces 20 ou 30 dernières années, la société française n'était pas demandeuse de plus de liberté, elle était demandeuse de plus de protection. Et d'ailleurs, ce que nous avons fait les uns après les autres, les majorités qui se sont succédées, c'est d'apporter davantage de protection à nos concitoyens qui le demandaient. Et on est arrivé à une telle saturation de réglementation, d'impôts, de contraintes, dans l'esprit d'une meilleure protection, qu'aujourd'hui, nous avons une société bloquée, une société qui ne produit plus, une société qui se révolte, pas seulement en raison des contraintes économiques et de la fiscalité, mais aussi en raison de l'empiètement permanent de la puissance publique sur la sphère privée. Il y a eu un événement que vous avez peut-être suivi, qui a été cette réaction très violente d'une grande partie de la population française à l'idée qu'on puisse introduire dans les manuels scolaires ce qu'on appelle la théorie du genre. Honnêtement, ma conviction, c'est que le gouvernement, qui a tous les défauts de la Terre, n'avait pas vraiment l'intention d'aller là où on a craint qu'il voulait aller. Mais le seul fait que cette inquiétude se manifeste a déclenché une réaction d'une violence inouïe dans la société française, très au-delà des limites politiques, qui était, au fond,
la réaction suivante, ça suffit, je ne veux plus que l'État se mêle de ma vie privée. Ça suffit, je ne veux plus que l'État décide même de l'éducation de mes enfants. Il y a une sorte de mouvement de retour de la société française qui pendant très longtemps a considéré que la protection, la solidarité, l'égalité étaient au cœur de notre projet national et qui aujourd'hui découvre qu'on a besoin de liberté. Il y a eu des débats, il y a 20 ans, 10 ans, il y a eu des campagnes électorales autour de la valeur de la liberté, en particulier menées par ce qu'on appelait les libéraux, et souvent d'ailleurs pas par nous, pas par la famille politique à laquelle j'appartiens et qui a donné naissance à l'UMP dans le cadre de la fusion du RPR et du l'UDF. Ces discours politiques se sont heurtés à un immense scepticisme des Français. Très souvent, dans les discussions que j'avais avec Nicolas Sarkozy sur ces sujets de la liberté, de la déréglementation, etc., il disait la liberté en France, c'est Madelin, c'est 4%. Et il avait raison quand c'était Madelin. C'est pas à cause de Madelin, mais parce que la société française n'était pas sans doute prête à ce moment-là, et que ses élus non plus n'avaient pas préparé à l'ouverture de ce débat. Aujourd'hui, je suis convaincu du contraire. Depuis notre échec de 2012, moi j'ai entrepris de faire le tour de France méthodiquement et je vais toutes les semaines voir à la rencontre d'entrepreneurs, d'ouvriers, de salariés, de commerçants, d'artisans, dans toutes les régions françaises. Et je suis frappé de voir qu'il y a désormais un besoin, une aspiration à la réforme, au changement et à un changement et à une réforme dans le sens de la liberté. Moi, ce que j'essaie de faire aujourd'hui, c'est de travailler à un projet politique qui soit un projet politique qui rassemble un nombre suffisant de Français pour permettre le changement autour de quelques réformes extrêmement puissantes, des réformes capables de changer le cours de l'économie française et en même temps de changer la psychologie de nos concitoyens, c'est-à-dire de les faire passer de la déprime à l'espoir. Et ma conviction, c'est que ces réformes sont peu nombreuses, elles doivent être extrêmement puissantes, et j'ai envie de dire, elles sont ni de droite ni de gauche, plutôt de droite quand même, mais elles sont surtout dans l'esprit d'une plus grande liberté donnée au peuple français. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous voulons un code du travail qui soit limité aux seules dispositions qu'on appelle d'ordre public social et le renvoi de tout le reste à la négociation de l'entreprise. Ça veut dire que nous voulons la suppression définitive des 35 heures, mais plus que ça, la suppression de la durée légale du travail et le renvoi à la négociation de l'entreprise de la durée de travail et de son organisation. Ça veut dire que nous voulons que la fonction publique, que les fonctions publiques repassent à 39 heures, pour qu'elles indiquent à ceux qui négocieront dans les entreprises l'objectif qui doit être atteint et qu'en même temps, elles nous permettent, par une augmentation du temps de travail, de réduire considérablement les effectifs, donc la dépense publique, et de redonner en même temps des espoirs de carrière et des espoirs de progression à des centaines de milliers de fonctionnaires à qui on promet désormais le gel de leur salaire pour les 20 ans qui viennent, ce qui est juste une situation totalement démobilisatrice. Nous voulons, je voudrais, que l'indemnisation du chômage soit désormais strictement limitée, dégressive et